Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour un de nos midis conservation mensuels. Euh, pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, sachez que votre micro et votre caméra sont désactivés. Donc, tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions en les écrivant dans la boîte questions-réponses que vous verrez ici. Et à la fin, vous aurez aussi l'occasion de vous signaler si vous souhaitez poser votre question de vive voix. Donc, vous pourrez donc choisir ce qui vous convient le mieux. Donc aujourd'hui, nous avons Pascal Côté, qui est directeur conservation stratégique et innovation à Conservation de la Nature Canada, donc soit CNC, pour Région du Québec. Il est responsable de soutenir les équipes de CNC Région du Québec dans leur planification stratégique et accompagne des partenaires dans la conception de plans de conservation. Pascal a aussi assuré la coordination de l'Atlas des milieux champêtres d'intérêt pour la conservation dans le sud du Québec. Il est biologiste de formation et possède une maîtrise en sciences de l'environnement avec une spécialité en aménagement forestier. Ensuite, nous avons Marie-Ève Lebert, qui est coordonnatrice en géomatique à CNC, région du Québec. Elle est détentrice d'un baccalauréat en écologie et d'une maîtrise en sciences géographiques avec un cheminement de type court en géodéveloppement durable. Elle réalise des projets d'analyse spatiale et de cartographie web, tant pour des besoins internes que pour dans le cadre de partenaires. Marie-Ève a effectué les analyses de l'Atlas des milieux champêtres d'intérêt pour la conservation dans le sud du Québec. Donc, Marie-Ève et Pascal, bienvenue et merci d'être présents. La parole est à vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, merci d'être là. Euh, Aujourd'hui, vous me direz si vous voyez bien mon écran, si tout est beau de ce côté-là. Oui, on le voit bien. Merveilleux, excellent. Donc oui, merci d'être là, d'assister, de prendre votre 25 juin, retour de la Saint-Jean et heure du midi avec nous là, pour vous présenter la classe des milieux champêtres d'intérêt pour la conservation, comme tu disais, dans le sud du Québec. C'est un projet qui a pris 2 ans entre sa conception et sa réalisation complète, qui a été terminée là, au courant du printemps dernier. Pour la présentation, oups, un instant. Pour la présentation aujourd'hui, on va vous présenter d'abord le contexte puis la description du territoire. Ensuite, on va détailler la méthodologie qu'on a utilisée pour faire la sélection et la priorisation des milieux champêtres, donc des friches et des prairies agricoles. Ensuite, on va vous présenter quelques résultats en lien avec ces deux milieux-là. Suivi de la présentation des différents produits liés avec l'Atlas là, et dont la carte interactive. Là. On va terminer avec une petite démonstration sur l'utilisation de la carte interactive de l'Atlas. Donc, premier élément d'avoir l'équipe de réalisation. Il y a évidemment Marie-Ève et moi, on a contribué là, davantage au projet en étant donc coordonnateur et analyste pour le projet. Mais il y a aussi Catherine Monsconi qui était jusqu'à l'an dernier, il y a à peu près un an, la directrice de l'équipe. Elle a chapeauté le projet aussi. Fait vraiment important, ce projet-là a été validé. On a travaillé vraiment en collaboration étroite avec les gens d'Environnement Canada, dans l'occurrence ici Benoît Jobin et Linda Perez qui nous ont vraiment donné des bons conseils sur nos analyses, sur la validation justement sur certains résultats et autres. Pour vraiment s'assurer d'avoir un atlas qui est vraiment optimal en termes au niveau scientifique. Et aussi fait important, le Benoît, à l'époque, quand on a lancé l'idée de faire cet atlas-là, j'ai contacté Benoît Jobin, qui était un peu, on va dire, la sommité du domaine là, des oiseaux champêtres au Québec. Et Benoît avait aussi l'idée de faire un plan d'action pour les oiseaux champêtres. Donc ça, il y a à peu près 2 ans. On a comme convenu rapidement que les deux projets, finalement, étaient très complémentaires l'un par rapport à l'autre. Le plan d'action là, que Benoît visait il souhaitait mettre en place là, des stratégies de conservation pour les oiseaux champêtres, donc de bien détailler le tout. Donc, c'est vraiment comme le quoi faire et la classe venait finalement jouer un rôle au niveau sur où agir essentiellement. Donc, c'était vraiment deux projets complémentaires qu'on avait ensemble. Ça a été vraiment élaboré conjointement là, pendant ces 2 dernières années-là. Et Benoît aussi, dans le cadre de son projet qui suivait les standards ouverts pour la pratique de la conservation, a monté une équipe de projet sur laquelle je siégeais
Et il y avait des gens là, de l'UPA, entre autres des producteurs agricoles, des organismes de conservation, d'autres gens d'Environnement Canada. Donc, vraiment multi-parti, on peut le dire, comme équipe de projet. Et j'ai pu présenter ce projet-là d'Atlas et avoir vraiment l'input de ces gens-là là, pour finalement améliorer le produit aussi. Donc, pour ce qui est du contexte, d'abord commençons avec ça. Je pense qu'il bon, il y a pas de surprise ici. Là. Je pense que beaucoup de gens là, sont au courant là, du déclin marqué là, des espèces d'oiseaux champêtres au Canada depuis les années 70. On peut voir le graphique à droite qui est tiré du rapport sur l'état des populations d'oiseaux au Canada là, qui date de 2024, un rapport qui est produit par Oiseaux Canada et Environnement Canada. Et on peut voir à droite là, que les oiseaux des prairies, est de loin le groupe là, qui a subi le plus grand déclin depuis les années 70 au Canada. Par contre, au Canada, ça comprend évidemment un large territoire incluant les prairies là, du centre du pays. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un déclin aussi marqué pour les oiseaux champêtres du Québec? Donc, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité d'agir et d'avoir un atlas pour ces oiseaux-là? Mais malheureusement, la réponse est oui. Euh, vous pouvez voir là, pour les oiseaux qui fréquentent plus les prairies agricoles, là, comme le goglu puis la tournelle des prés. Donc, prairies agricoles, ici, on entend, c'est vraiment pâturage et culture fourragère, donc culture de foin. On peut voir là, que entre 90 et 2014, le goglu a diminué de 65% dans le sud du Québec. Puis, même chose pour la citronelle, 70%, mais aussi, puis la citronelle, c'est encore plus inquiétant, 85% dans la plaine du Saint-Laurent, dans les basses terres. Ça, c'est des résultats qui ont été publiés dans la classe des oiseaux nicheurs du Québec en 2014, d'où la date qui est écrite ici. Le déclin, on peut supposer, se poursuit aussi depuis. Et pour ce qui est des oiseaux des friches, donc on a pris deux espèces là, qui sont typiques là, dans ce cas-ci pour voir s'il y avait oui ou non un déclin. Dans le cas de la paruline à aile dorée, c'est une espèce dont l'aire de répartition, là, la limite nordique est vraiment dans le sud-ouest du Québec, donc vraiment la Montérégie, l'Outaouais. Puis on peut voir entre les deux atlas là, des oiseaux nicheurs du Québec, un qui a été fait dans les années 80 et l'autre au début des années 2010. Il y a la moitié moins de parcelles où l'espèce a été détectée pour la paruline. Et pour ce qui est du brun des champs, qui n'est pas une espèce qui est listée, par contre, il y a quand même aussi une baisse là, de entre 1,3 à 3% par année. Donc, si on fait une moyenne là, sur 15 ans, entre 2004 et 2019, c'est à peu près 30% de diminution en 15 ans. Donc, c'est quand même assez important comme déclin comme tel. Euh, les causes de ces déclins-là, évidemment, il y a des causes pendant la période d'indification, donc qui concernent le Québec. Il y a la conversion là, des cultures. On sait, là, depuis 50 ans, il y a eu quand même un changement assez important là, au niveau des types de fermes, donc qui étaient vraiment des fermes plus familiales, même 50, 70 ans auparavant. Puis là, ça a vraiment changé vers des plus grandes superficies, des plus grandes fermes et beaucoup de cultures de maïs, des céréales qui ont pris la place dans les dernières années, donc surtout dans les bassins de Saint-Laurent. Il y a aussi la perte du territoire agricole au profit de d'autres utilisations. L'urbanisation, oui, qui est assez importante. Vous voyez, le 2000 hectares par année, ça, c'est des chiffres qui datent de la fin des années 2010, 2019, 2020 à peu près. Et donc, c'était jusqu'à 2000 hectares par année qui étaient perdus de cette façon-là. Il y a une nouvelle loi qui a été adoptée, probablement vous êtes au courant, là, par le gouvernement du Québec pour essayer de freiner là, cette conversion-là du territoire agricole pour d'autres fonctions. Donc, on est là-dedans en ce moment. Puis, dernière cause qui est vraiment plus importante là, pour ces espèces-là, c'est les modifications pratiques de fauche. Donc, maintenant, on fait davantage de fauche pour les cultures de foin. Et aussi, les fauches sont plus hâtives, arrivent beaucoup plus tôt, qui fait en sorte que, il y a destruction, le potentiel des nids, des nichés, là, des oiseaux qui nichent au sol, là, comme le goglu et la stournelle, c'est des oiseaux qui nichent directement au sol. Donc, il y a une destruction qui peut se faire à travers cette fauche-là. Il y a d'autres cas, par contre, faut faire attention, donc sur lesquels on a moins d'emprise, on peut dire. Là. Donc, il y a la perte d'habitants dans les aires d'hivernage qui est quand même assez important, en particulier pour le goglu. Puis, il y a aussi une bonne mortalité qui peut avoir lieu pendant les périodes de migration. Là. C'est deux facteurs non négligeables qu'il faut quand même garder en tête, là, sur lesquels on peut pas tant agir, là, qui expliquent ces déclins-là. Donc, on peut se dire, est-ce qu'il y a eu des actions de conservation qui ont été menées malgré que ça, c'est pas avec cet atlas-là qu'on va qui c'est pas le début de tout, là. Donc, effectivement, depuis plus de 10 ans, là, il y a de multiples actions qui ont été mises en place pour protéger les oiseaux champêtres. Je voulais pas faire une liste là, ici là, de tout ce qui a été fait dans les 10 dernières années, mais des références intéressantes. Là. Il y a la réalisation d'un guide de recommandation qui est à sa deuxième édition, qui est publié en 2019 par le Regroupement Québécois Oiseaux, qui est un guide vraiment de référence
où on présente vraiment les aménagements puis les pratiques qui peuvent favoriser les oiseaux champêtres. C'est très complet et très utilisé. Donc, si vous ne le connaissez pas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce guide-là, il est disponible gratuitement sur le site du Regroupement Québec Oiseaux. Donc, je vous le conseille fortement, ceux qui l'ont jamais consulté. C'est très pratico-pratique. Et ensuite, il y a aussi bon, le programme ALUS qui s'est développé dans plusieurs régions du sud du Québec, qui permet, entre autres, de compenser les agriculteurs qui pourraient vouloir mettre en place certaines des pratiques là, qui sont favorisées dans le guide là, du RQO, entre autres. Et donc, c'est vraiment un appui. Et le programme ALUS est géré par les directions régionales de l'UPA là, dans certaines régions. Puis finalement, ben, il y a eu plusieurs initiatives aussi régionales qui ont été mises en place, autant par Québec Oiseau, le CRE de Centre du Québec, Éco-Corridor Laurentien, nous à CNC, il y a Nature Action Québec. Il y en a plusieurs autres, donc, la plupart, c'est vraiment plus à une échelle régionale comme telle. Et fait important, c'est beaucoup des actions de conservation qui se font évidemment en collaboration avec les agriculteurs. Donc, évidemment, c'est eux, surtout pour les oiseaux champêtres qui fréquentent les prairies agricoles, donc les cultures fourragères. Il faut travailler en collaboration avec les agriculteurs, donc, souvent avec les clubs conseils, les agronomes qui travaillent directement, donc, comme tel. Puis c'est ce qui visait un peu avec la classe, là, comme tel, c'est de savoir où travailler. Donc, avec ces éléments-là. Puis d'où vient l'Atlas, en fait, d'où le besoin, c'est qu'on se rendait compte qu'il y avait plusieurs de ces initiatives-là régionales, mais il n'y avait pas nécessairement un outil cartographique qui nous permettait de vraiment creuser où on voulait travailler. On sait, les organismes de conservation, entre autres, on a tout organisme qui travaille dans le milieu. Souvent, ben, on a des ressources là, limitées en temps et en argent, donc il faut savoir vraiment bien creuser notre temps, justement, où faire des actions. Et on se rendait compte qu'il n'y avait pas un outil qui s'appliquait à l'échelle de tout le sud du Québec. Et là, d'où l'idée est venue de produire cet atlas-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment justement d'aider à mieux cibler les endroits et les secteurs où des actions de conservation là, pour avoir le plus grand impact là, pour le maintien et le rétablissement des espèces fauniques qui fréquentent les friches et ou les prairies agricoles. Je parle d'espèces fauniques, puis dans le cas, vous allez voir, là, dans le cas des friches aussi, on a tout un aspect floristique là, qui a été aussi mis en place parce qu'évidemment, c'est un endroit où on peut retrouver des espèces floristiques d'intérêt aussi. Puis aussi, évidemment, l'objectif, c'est d'offrir un outil de la décision innovateur qui est basé sur des critères scientifiques. Comme je disais, ça a été validé par les gens d'Environnement Canada. Puis c'est un outil aussi disponible gratuitement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était visé par la classe. Donc, la portée de la classe, comme je l'ai mentionné, ça visait tout le sud du Québec. On ne s'est pas limité. On sait que la plupart des organismes travaillent beaucoup, justement, peut-être là, dans l'extrême sud-ouest du Québec. Il y a beaucoup d'actions de conservation qui ont été mises en Outaouais, à Montérégie, par exemple, ou dans l'ensemble du Québec. On considérait important quand même de faire une analyse qui couvrait l'ensemble du territoire agricole du Québec. Vous pouvez voir tout ce qui est en jaune sur la carte. Sans surprise, il y a une plus forte concentration de ces terres-là là, dans le sud, au sud du fleuve, là, donc autant dans les Appalaches, dans la région là, justement des Basses-Terres. Mais il y a d'autres zones d'intérêt qui passent un peu sous le radar. On va en reparler tantôt dans les résultats. Là. Donc l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez voir qu'il y a vraiment quand même un bon territoire agricole. La même chose au lac Saint-Jean et dans le Bas-Saint-Laurent. Et des zones qui peuvent vraiment être intéressantes là, où il y a peu d'actions qui sont menées actuellement. Euh, pour ce qui est de l'unité spatiale de référence. Donc, on aurait pu faire une analyse sans diviser le territoire, puis juste faire une analyse de priorisation qui couvre l'ensemble du territoire. Par contre, ce que ça aurait pu amener comme biais, c'est que, il aurait pu avoir une concentration dans certains secteurs avec une forte concentration là, des territoires d'intérêt, puis d'autres secteurs qui auraient été probablement peut-être orphelins où il y aurait eu moins de territoires sélectionnés. Donc, pour éviter ce genre de situation-là, on a utilisé le cadre écologique de référence. Donc, on aurait pu prendre des régions administratives pour dire on va faire l'analyse à l'échelle de chacune des régions administratives. On est allé vers le cadre de référence. Dans ce cas-ci, c'est les régions naturelles, donc le niveau 2 du cadre écologique de référence. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce cadre-là, c'est un cadre qui se base, entre autres, sur des éléments de topographie, de géographie et d'écologie pour déterminer la division du territoire. Donc, ça commence avec le niveau 1, qui est des provinces naturelles. Le niveau 2, c'est les régions naturelles que vous voyez à l'écran. Et l'avantage d'utiliser ce cadre-là, c'est que, évidemment, souvent, l'agriculture peut être influencée par les types de sols qu'on retrouve et donc, nécessairement, il y avait comme une certaine logique
d'utiliser le cadre écologique de référence plutôt que un cadre administratif comme les MRC ou les régions administratives. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chaque analyse, l'analyse de priorisation a été faite à l'échelle de chacune de ces régions-là que vous voyez, où il y avait des territoires agricoles. Et donc, ça permettait vraiment d'avoir une répartition là, spatiale des territoires priorisés là, qui est vraiment dans l'ensemble des régions où on retrouvait justement des friches et ou des prairies agricoles. Donc, c'était vraiment l'objectif d'utiliser cette division-là du territoire. Donc, voilà pour ce qui est du cadre. Je laisse maintenant la parole à Marie-Ève qui a produit là, vraiment l'analyse comme telle. Oui, donc au niveau des milieux qui étaient visés par l'Atlas, donc quand on parle de milieux champêtres, ce qu'on visait, c'était les friches et les prairies agricoles. Donc au niveau des friches, on regardait tout ce qui était friches herbacées, également friches arbustives. Puis au niveau des prairies agricoles, on considérait les cultures pérennes, les pâturages et les prairies naturelles. Donc, au niveau des unités d'analyse qu'on a utilisées pour faire la priorisation, donc pour les friches, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les données de la BD-PPAD, donc base de données des parcelles et productions agricoles déclarées de la financière agricole du Québec de 2023 et également les données écoforestières du ministère des Ressources naturelles et des Forêts de 2023 pour identifier les friches qu'il y avait au Québec. Et une fois qu'on avait identifié les friches, on a créé des complexes. Des complexes, c'est en fait des friches qui étaient distantes de moins de 50 mètres les unes des autres qu'on est allé fusionner pour faire les complexes de friches. Et de ces complexes-là, on a gardé comme unité d'analyse seulement celles qui avaient un minimum de 5 hectares de superficie et au moins 50 d'habitat d'intérieur. Donc, la raison derrière ce choix-là, c'est qu'on voulait que nos unités d'analyse, ça soit des endroits où il y a un habitat qui est suffisant, qui est viable pour les espèces qui fréquentent les milieux champêtres. Donc, ce que ça donne, c'est ce qu'on voit sur la carte ici. Donc, on a au niveau des unités d'analyse 1464 complexes de friches, ce qui donne environ 20 000 hectares. Donc, ce 20 000 hectares-là, ça représente environ le quart de tout ce qu'il y a comme friches au Québec. Au niveau des prairies agricoles, on a rajouté une étape supplémentaire qui était une analyse de redondance des cultures sur 10 ans. Donc, le but de ça, c'était voir, donc, quand on parle de prairies agricoles, on parle beaucoup de cultures pérennes. Donc, on voulait voir sur 10 ans, est-ce que une parcelle contient des cultures pérennes à chaque année ou elle en contient seulement une fois de temps en temps? Parce que c'est plus intéressant pour les espèces champêtres si la parcelle est toujours en culture pérenne. Donc, pour regarder ça, on a calculé le coefficient de variation du nombre d'hectares de cultures pérennes par parcelle agricole entre 2014 et 2023. Donc, le coefficient de variation, c'est un indice qui nous permet d'avoir une idée de s'il y a environ toujours le même nombre d'hectares au fil des années ou si ça change beaucoup d'une année à l'autre. Donc, ce qu'on a utilisé pour ça, c'est au niveau de la délimitation des parcelles. C'était celle de la BDPPAD de 2023, donc les données de la financière agricole. Donc ça, ce qui permet de déterminer, c'est quoi la limite de la parcelle qu'on regarde. Et pour savoir si dans cette limite, ça contenait des cultures pérennes à chaque année, on est allé utiliser les données de la financière agricole, mais aussi les données de Agriculture et Agroalimentaire Canada avec son inventaire annuel des cultures, parce que bien que les parcelles étaient souvent là dans les 10 années des données de la financière agricole, il n'y a pas forcément toujours des informations sur qu'est-ce que contient ces parcelles-là à chaque année si, il n'y avait pas de production agricole qui était déclarée. Donc, comme les cultures pérennes, c'est pas forcément toujours des cultures qui sont assurées. Il manquait quand même des informations sur plusieurs années. Donc, pour combler cette information-là, c'est là qu'on a utilisé les données de l'inventaire annuel des cultures. Donc, c'est seulement pour compléter quand il n'y avait pas d'informations. Donc, ce qu'on a considéré comme culture, c'était tout ce qui était foin, panique érigée. On a également considéré les pâturages et les prairies. Donc, ce que ça donne, c'est ça ici. Donc, les couleurs de bleu à rouge indiquent le nombre d'années où est-ce que que ça contenait des cultures pérennes. Donc, le bleu, c'est 4 à 50 cultures pérennes. Le vert, 6 à 7 ans. Orange, 8 à 9 ans. Et le rouge, 10 ans de culture pérenne entre 2014 et 2023.
Et puis, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup plus de rouge, donc de 10 ans sur 10 en culture pérenne quand on regarde les régions comme l'Estrie ou Chaudière-Appalaches. Mais quand on regarde d'autres régions, plutôt comme les Basses-Terres et le centre du Québec, là, on voit que ça varie beaucoup plus. Donc, on en a qui sont de plus faible redondance. La raison pourquoi on est allé regarder seulement à partir de 4 ans et plus, c'est que c'est le seuil qu'on a déterminé pour nos unités d'analyse parce qu'en bas de 4 ans sur 10 de culture pérenne, c'était pas très intéressant, disons, pour les espèces qui utilisent les milieux champêtres. Donc, quand on regarde tout ça, c'est un total de 530 000 hectares qu'on a de culture pérenne au Québec. Et pour vous donner une petite idée de à quoi ça ressemble quand on regarde une région en particulier, eh bien ici en Estrie, on peut voir donc au sud de Sherbrooke, où est-ce qu'il y a Compton, Quaticook. C'est une des zones justement il y a beaucoup de cultures pérennes, qu'il y a une forte redondance, mais on voit quand même que ça varie d'une parcelle à l'autre. Mais en majorité, c'est quand même beaucoup du 10 ans ou du 8, 9, 10 ans qu'il y avait au niveau des cultures pérennes. Donc, cet élément-là, la redondance, c'est un des éléments qu'on a utilisé pour déterminer c'est quoi les unités d'analyse. Donc, comme j'ai dit précédemment, on a utilisé au niveau de la limite des parcelles les informations qui venaient de la financière agricole en 2023. Et ensuite, on est allé chercher donc les parcelles de culture pérenne, donc qui étaient en culture pérenne en 2023, puis qui avaient au moins 50 mètres. Non, c'est ça. Donc, toutes celles qui étaient de 50 mètres et moins étaient fusionnées ensemble pour faire des complexes, comme c'était le cas avec les friches. On avait des seuils qui étaient similaires aux friches, donc au moins 5 hectares de superficie pour le complexe, puis un minimum de 50 d'habitat intérieur. Mais on est allé rajouter le critère de redondance. Donc, il fallait qu'il y ait un coefficient de variation d'un minimum de 1,25, ce qui représente des cultures pérennes qui avaient une superficie similaire sur au moins 4 ans sur 10. Donc, au niveau des résultats pour ces unités d'analyse-là, ce que ça nous donnait, c'était 4800 complexes de prairies agricoles qui ont été utilisés comme unité d'analyse, qui représentent environ 250 000 hectares, soit un peu moins de la moitié de tout ce qu'il y a comme prairies agricoles au Québec. Une fois qu'on a nos unités d'analyse, ce qu'on peut voir en fait ici, c'est un peu comme tantôt, j'ai zoomé dans la même région de Quaticook-Compton et on peut voir ça ressemble à quoi les complexes. Parce qu'il y a des endroits où est-ce que les parcelles sont quand même éloignées les unes des autres, donc ça faisait des complexes de petite taille, mais dans des secteurs comme l'Estrie, on peut avoir quand même des complexes de très grosse taille parce que vraiment toutes les prairies sont très près les unes des autres, elles sont collées. Donc, ça fait des beaux milieux comme ça, des gros complexes pour les espèces champêtres. Donc, une fois qu'on a nos critères, qu'on a nos unités d'analyse, on passe à quelle est la méthode qu'on a utilisée pour obtenir notre priorisation. Donc, on a plusieurs étapes. La première, un peu comme ça a été fait pour l'Atlas des Laurentides, c'est de sélectionner les sites incontournables. Donc, ce qu'on utilise, c'est des critères de sélection comme la présence d'espèces fauniques ou floristiques qui sont en péril. Donc, en sélectionnant donc avec ces critères qui sont un peu comme les éléments incontournables, ce qu'on vient faire, c'est séparer tous nos complexes en ceux qui sont sélectionnés en haut, puis ceux qui sont pas sélectionnés en bas. Parce qu'on va venir, avec notre méthode, venir ordonner chacun des complexes pour savoir c'est quoi l'ordre de priorité. Donc, une fois qu'on a ceux qui sont sélectionnés, ceux qui sont non sélectionnés, on va aller calculer pour chacun un score de priorisation pour pouvoir les ordonner. Donc, on a plusieurs critères de priorisation qui sont séparés entre les critères prioritaires, critères secondaires. Puis, avec ça, ça va nous donner un score de priorisation. Et là, on vient ordonner à l'intérieur de nos deux piles, donc ceux qui sont sélectionnés, ceux qui sont non sélectionnés, on va tous les ordonner avec le score de priorisation. Une fois que c'est fait, on va aller calculer le pourcentage de superficie cumulée pour tous ces complexes-là, ce qui permet à la suite de déterminer, par exemple, si on veut un 30 de la superficie des prairies agricoles du Québec, qui sont les plus importants pour la conservation, on va être capable de déterminer c'est quoi le 30. Mais ça permet aussi d'aller choisir d'autres seuils personnalisés. Donc, si on est plus ambitieux, qu'on va aller voir un 50 de la superficie qui est le plus importante à venir faire des actions de conservation, on est capable de sortir ça aussi.
Donc, une fois qu'on a tout fait ça, on peut aller visualiser les résultats, notamment sur notre carte interactive ou dans un logiciel SIG pour pouvoir voir vraiment ce qui correspond à notre objectif à nous. Donc, pour un petit peu plus de détails au niveau des critères, donc ce qu'on utilisait pour les critères de sélection au niveau des friches, c'était autant la présence d'occurrences floristiques que fauniques à haute valeur de conservation, tandis que pour les prairies agricoles, c'était uniquement les occurrences fauniques, comme c'est des cultures. Au niveau des sources de données, dans les deux cas, on a utilisé les données de la CDPNQ, nos données qu'on a à l'interne chez CNC. On a également utilisé au niveau floristique les données du GBIF, donc Global Biodiversity Information Facility. Donc ça, c'est une grande base de données qui contient beaucoup de sources, dont ce qu'on a utilisé dans notre cas, soit les données de iNaturalist Qualité Recherche. Donc on les a pris à partir de cette base de données-là. Et au niveau phonique, on a utilisé aussi cette base de données-là, mais plutôt pour aller chercher les données eBird de certaines espèces qui n'avaient pas été analysées par l'analyse de l'Observatoire des oiseaux de Tadoussac. Mais on avait également justement les résultats de leur analyse qui regardaient les données eBird pour certaines espèces d'oiseaux champêtres. Et on a ajouté également des données qui viennent de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Donc, au total, c'est 31 espèces de plantes vasculaires qu'on est allé regarder et également 16 espèces de bryophytes. Puis pour ce qui est de la faune, on est allé regarder 14 espèces fauniques, donc 7 espèces d'oiseaux, 4 espèces d'insectes et 3 espèces d'amphibiens et reptiles. Au niveau des critères de priorisation, comme j'ai mentionné plus tôt, on a des critères principaux et des critères secondaires. Donc, le score global de priorisation était une somme pondérée, donc avec un 60 pour les critères principaux puis un 40 de poids pour les critères secondaires. Donc, nos critères principaux, c'est la même chose au niveau des friches des prairies agricoles, c'est donc la superficie et également le pourcentage soit de friches ou de cultures pérennes qu'il y a dans une zone de 1 km autour des complexes. Pour ce qui est des critères secondaires, on avait le pourcentage d'habitat d'intérieur, on avait le pourcentage de milieux humides en périphérie dans une zone tampon de 200 mètres, on avait la distance du milieu humide ou aquatique le plus près, et on avait, soit dans le cas des friches, la distance de l'emprise électrique la plus près, ou pour les prairies agricoles, la distance de l'emprise de ligne électrique, mais également des friches qui sont les plus près. Et on a un petit critère supplémentaire pour les prairies agricoles, soit le coefficient de variation de l'analyse de redondance des cultures sur 10 ans. Donc, pour donner un petit peu plus de détails sur certains critères, donc le coefficient de variation, c'est un peu comme j'ai expliqué tantôt, c'est que c'est plus intéressant quand il y a plus d'années sur 10 parce qu'il y avait beaucoup de cultures pérennes dans la parcelle. Et pour les habitats d'intérieur, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que s'il y a des espèces d'oiseaux champêtres, par exemple, qui sont spécialistes de ce type de milieu-là, ça va être beaucoup plus intéressant pour eux, la section intérieure du complexe que la bordure, parce que la bordure, ça va être vraiment un habitat de transition qui va ressembler un petit peu moins à ce qu'ils recherchent. Donc, si on aurait, par exemple, un complexe qui serait très, très linéaire ou des éléments comme ça qui feraient qu'il n'y aurait presque pas de milieu d'intérieur, c'est vraiment peu intéressant pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ces critères-là. Donc, au niveau des résultats de ce que ça donnait, la priorisation. Donc, ce qu'on va présenter présentement, ça va être les résultats avec un seuil de 30. Donc, si on veut regarder le 30 de la superficie de friche qui est la plus intéressante pour faire des actions de conservation au Québec. Donc, au niveau du 30 c'est ce qu'on peut voir en orange sur la carte. Ça représente 285 complexes de friches pour environ 6 350 hectares. Donc, on voit que grâce à notre méthode, c'est bien étendu partout au Québec. Donc, ça vient chercher toute la diversité des types de friches qu'on peut aller retrouver. Mais aussi, il y a des éléments intéressants, comme par exemple dans le secteur de Ottawa ou de Cornwall, on a quand même une petite concentration de friches priorisées. Puis ce qui est intéressant dans ces secteurs-là, c'est que c'est des endroits où il y a, par exemple, de la paruline à aile dorée. Donc, ça serait des secteurs intéressants où faire des actions de conservation pour cette espèce-là. Donc, au niveau des prairies agricoles, cette fois-ci, encore une fois, avec un seuil de 30 on a 488 complexes qui ont été priorisés.
ce qui donne environ 77 000 hectares. Ouais, j'ai peut-être pas mentionné tantôt, tantôt ça disait que pour les friches, ça représentait 7% de l'ensemble des friches. Donc la petite différence qu'il y a entre, tu sais, on vient chercher le 30% les plus importants pour la conservation, mais c'est le 30% de nos complexes qu'on a analysés parce que ça représentait des habitats viables. Donc ça représente, par exemple, pour les friches, ce 30%-là, c'est en fait le 7% de toutes les friches qui existent au Québec parce qu'il y en a qui n'étaient pas considérées comme viables parce qu'ils étaient trop petites ou qu'il n'y avait pas assez d'habitats d'intérieur. Donc, même chose ici pour les prairies agricoles. Donc, c'est le 77 000 hectares, ça représente 15% de tout ce qui existe comme prairies agricoles au Québec, parce qu'il y en avait certaines qui ne correspondaient pas à nos critères minimaux. Donc, ce qu'il y a d'intéressant au niveau des prairies agricoles, c'est que oui, on a des belles concentrations, encore une fois en estrie, mais on a aussi des zones un peu comme qu'on regarde peu, des fois au Québec à ce niveau-là, qui sont intéressantes, comme l'Abitibi, au niveau également du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis au niveau euh, des... j'ai juste un petit blanc sur le nom. Du Euh, Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, merci. J'avais comme Basse-Terre dans la tête. OK, merci. Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est ça. Donc, ces régions-là, en fait, c'est des régions où est-ce qu'on fait un petit peu, on est un petit peu moins présent, je dirais, au niveau des organismes de conservation, de l'effort qui est mis pour pouvoir aller faire des actions de protection parce qu'on se concentre souvent beaucoup plus sur, justement, les Basses-Terres, les Appalaches, la vallée de l'Outaouais, des choses comme ça. Donc, même si c'est des endroits qui sont peut-être généralement un peu moins perturbés, c'est quand même vraiment important de les garder dans notre mire, puis de, s'il y a des organismes dans la région, d'aller regarder ce qui se passe là, de faire des actions de conservation pour s'assurer que là-bas aussi, ça va être conservé à long terme parce qu'il y a quand même des grandes concentrations, donc c'est important de garder ces grands milieux interconnectés-là. Donc, si on regarde un petit peu plus précisément le secteur justement de l'Estrie qu'on prend comme exemple depuis le début, c'est ce que ça donne au niveau du 30% quand on vient regarder de manière zoomée comme ça. Donc, c'est ça. On voit encore une fois que comme c'était des gros complexes, ça fait comme des grosses patches qui sont sélectionnés. Mais c'est très intéressant parce que c'est des endroits où est-ce que toutes les prairies agricoles sont vraiment connectées les unes aux autres. Donc, ça fait des très, très grands habitats connectés pour les espèces champêtres. Peut-être juste rajouter de quoi, Marie-Ève, là-dessus, si tu peux le Oui, remettre rapidement. ça sera plaisir. Juste mentionner, là, les complexes, c'est pas un seul propriétaire. Puis dans l'Atlas, ici, ça a déjà été mentionné, il y avait un souci de savoir si à quel point on mentionnait les propriétaires. C'est pas le cas dans ce cas-ci. Donc ça peut être un complexe qui peut avoir des fois 5 ou 6 propriétaires différents. Des fois, ça peut être un seul propriétaire, mais c'est pas mentionné dans l'Atlas. C'était pas ça qui était visé non plus. Il y avait toute une question de confidentialité aussi avec ces données-là. Donc nous, c'est pas ça qui était visé avec ça. C'était vraiment de voir, OK, c'est où qu'il y a ces zones-là. Puis ensuite, dans une démarche là, collaborative, ben là, il y a moyen d'aller contacter les propriétaires au cas par cas, mais ce qui n'est pas visé avec la classe, c'est vraiment juste voir c'est lesquelles les parcelles les plus intéressantes, là. Ensuite, Exactement. Je te ouais. passe la parole, Pascal, pour la suite. Oui. Puis ensuite, pour les produits, avant de faire une petite démonstration de la carte interactive, là, vous avez déjà vu là, des captures d'écran de la carte comme telle, là, mais justement, donc la carte se trouve sur notre site web, comme je le mentionnais au début. C'est une carte qui est disponible gratuitement sur notre site web de CNC. Vous voyez le lien ici. Et si vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche, là, Atlas, milieu champêtre, conservation, ça apparaît assez rapidement là, dans les choix, donc c'est assez facile à trouver. Il y a une carte là, que Maria va vous montrer comment c'est vraiment très convivial d'utilisation comme tel. Autre produit, évidemment, tu sais, on vient de faire un survol très, très rapide de la méthodologie. Là, si vous êtes un peu perdu ou si vous cherchez un peu plus d'informations sur les espèces qu'on a utilisées ou sur les critères qu'on a fait, c'est vraiment détaillé dans ce rapport-là qui est aussi disponible sur la même page web de l'Atlas. Puis au final aussi, il y a la base de données. Donc pour ceux et celles qui sont des géomaticiens qui voudraient un petit peu plus creuser les données, il y a la base de données complète sur notre site web, puis il va éventuellement l'être aussi sur Données Québec comme tel. Donc, je te laisse la parole, Marie, pour une démonstration de la carte. Oui, donc je vais partager mon écran pour montrer à quoi ça ressemble.
Donc, en ce moment, on devrait voir le site Internet de Conservation de la Nature Canada. Oui. Donc, c'est là-dessus que vous allez pouvoir trouver des informations sur l'Atlas, donc tout ce qui est contexte, etc. En dessous, on a la carte interactive qu'on peut voir comme ça directement dans la page, mais qu'on peut également venir voir en plein écran en cliquant ici, ci-dessous. On a de l'information sur le fonctionnement de la carte. On a le lien vers le rapport méthodologique si vous voulez avoir toute l'information. On a également le courriel de Pascal si jamais vous voulez avoir un peu plus d'accompagnement avec le produit. Et, euh, et à la fin, on a le lien de téléchargement, donc comme mentionné Pascal, de toute la base de données si vous voulez l'utiliser sur ArcGIS Pro. Euh, Puis, on a également un petit lien vers le plan d'action pour la conservation des oiseaux champêtres qui a été chapeauté par Benoît Jobin. Si vous voulez aller voir un petit peu le côté quelle action réaliser à ces endroits-là. Donc, si on vient regarder la carte en plein écran, ça va ouvrir la page comme ça ici. Ce qu'on voit de base, c'est donc l'ensemble des résultats à l'échelle du Québec avec l'objectif de 30%. Donc, ce qu'on voit, c'est l'onglet de légende pour commencer. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur comment utiliser la carte, il y a l'onglet détails qui vous donne quelques instructions. Et ensuite, ici, on a couches. Donc, ça, c'est pour activer, désactiver les couches. Ce qu'on a de base, c'est les friches prairies agricoles avec un objectif de 30%. Mais si, par exemple, moi, je vais aller voir le secteur de Amos, donc je peux venir chercher Amos dans la barre de recherche, ça vient me faire un zoom. Et là, moi, je suis comme, OK, ça, c'est le 30%, mais si je veux un autre seuil, à ce moment-là, dans couche, je peux venir désactiver le 30% et à la place, venir activer l'objectif personnalisé. Donc, en activant l'objectif personnalisé, on va voir toutes les friches et les prairies agricoles qu'il y a sur le territoire, donc le 100%. Mais quand on va aller chercher le filtre ici, c'est possible de venir filtrer pour aller voir, par exemple, cette fois-ci, je veux voir 50% des prairies agricoles. On vient choisir 50%, ça change en temps réel. Si on va aller voir plutôt le 20%, on met 20%, on voit en temps réel. Donc, ça peut être intéressant, soit pour aller choisir le seuil de notre choix, ou soit également juste pour comparer c'est quoi qui se passe si je veux aller voir 29%, si je veux aller voir 9%, si je veux aller voir, tu sais, comme différents seuils pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui est prioritaire par rapport à un autre visuellement. Mais si on veut avoir plus d'informations précises sur qu'est-ce qui distingue, par exemple, un complexe de prairies agricoles d'un autre, et bien là, par exemple, si je remets, tiens, je fais le 30%, on voit qu'est-ce qui sort, puis on va savoir, bon, c'est quoi la différence entre mes deux complexes que j'ai ici? Bien, on clique sur un complexe et là, ça va venir ouvrir l'onglet Informations. Et là, on va avoir l'information sur la superficie, les critères, le score de priorisation. Puis, si on souhaite aller le protéger, il fait partie de quel seuil. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir que c'est une grosse friche de 260 hectares qui est toujours en culture pérenne, donc 10 ans sur 10. Il y a la présence d'une occurrence faunique de haute valeur de conservation. On va pouvoir voir c'est quoi le score des différents critères. Donc, ce qui ressort beaucoup pour celui-là, c'est par exemple qu'il y a un milieu humide ou aquatique qui est carrément collé sur le complexe et aussi que justement, il est presque tout le temps en culture pérenne. La superficie, elle change pas beaucoup d'une année à l'autre, donc c'est très intéressant pour ça. On peut voir qui a été sélectionné, c'est quoi son indice de priorisation entre 0 et 1, et ce serait quoi son seuil de représentativité. Donc celui-là, si on va aller protéger un minimum de 25% de superficie dans cette région-là, il va sortir. Par contre, si on va aller chercher un 20%, il va pas sortir. Donc, c'est ça que ça va donner comme information. Les petits outils de plus qu'on a dans la carte, donc la maison, ça permet de retourner à la vue initiale. On a les plus-moins pour pouvoir venir zoomer. On a des outils de mesure qui permettent d'aller mesurer des distances, des superficies ou d'aller voir même juste les coordonnées X, Y d'un point. Euh, on peut aller voir notre position à nous si on clique sur Rechercher ma localisation.
On peut également aller changer le fond de carte. Donc, par exemple, si je vais regarder dans une région les données, puis que là, je me demande un petit peu qu'est-ce qui se passe autour, je peux aller utiliser le fond de carte satellite pour avoir plus d'informations sur l'occupation du sol. Également, je peux venir partager la carte interactive avec l'outil de partage. Et j'ai ici un petit outil pour pouvoir venir faire en fait, produire une image de ce qu'on voit à l'écran. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si je mettrais JPEG, j'inclus la légende, on peut voir un aperçu de ce que ça donne. Ça va faire donc une belle petite carte avec le titre, ce qu'on voit à l'écran et la légende qu'on peut venir télécharger. Donc, c'est ça qu'on a de disponible au niveau de l'outil web. Donc, c'est vraiment un bel outil pour que n'importe qui, peu importe votre niveau de compétence en géomatique, puissiez aller explorer les données, utiliser l'information. Puis, c'est vraiment juste là, si vous voulez faire des choses plus complexes, que là, vous avez besoin d'aller télécharger la base de données pour l'utiliser dans un logiciel SIG. Donc, je vais repasser la parole à Pascal pour la fin. Oui, je vais juste partager mon écran et terminer avec ça. Oups. En fait, c'est ça. Donc, on voulait juste terminer en remerciant nos partenaires. Donc, là, ce projet-là a été financé là, par le projet Accélérer la conservation dans le sud du Québec, le fameux ACSQ, là, sur lequel on a reçu une aide financière là, dans les dernières années avec nos partenaires. Donc, merci au gouvernement du Québec pour ça. Puis, évidemment, aux gens d'Environnement Canada pour leur soutien, là, Benoît comme tel en particulier, là, qui a vraiment donné un bon coup de main à travers son plan d'action, entre autres. Là. Donc, voilà pour l'Atlas. Puis, comme Marie-Ève le mentionnait, on est vraiment disponible pour donner de l'accompagnement. Si vous avez plus de questions, vous posez des questions sur les résultats, quoi que ce soit, gênez-vous pas pour m'écrire. Ça va nous faire plaisir vraiment de répondre. On est vraiment là pour ça. Puis aussi, il est visé quand même là, avec la classe. On a fait aussi la classe des Laurentides méridionales là, au niveau de la conservation. Puis qu'il y ait une mise à jour régulière, c'est peut-être une question que vous aviez, à savoir s'il allait avoir des mises à jour. C'est ce qui est visé avec le produit. Donc, on veut pas nécessairement que le projet devienne obsolète après 10 ans. Donc, c'est sûr que pour nous, on va garder ça dans nos plans et de mettre à jour les données pour pouvoir travailler. Mais là, c'est sûr que ce sera pas sur un horizon. Là, ça va être probablement d'ici les 5 prochaines années, on va maintenir le produit comme tel. Puis après ça, on verra si c'est quoi le délai qu'on va faire pour faire une mise à jour. Mais c'est sûr qu'on va informer les gens quand il va y avoir des mises à jour du produit. Voilà. Oui. Et merci beaucoup Pascal et Marie pour cette présentation et la démonstration de cette belle outil. Donc, avant d'ouvrir la période des questions rapidement, euh, je profite pour vous annoncer notre prochain Midi Conservation qui aura lieu le 30 juillet. Oui. Donc, nous accueillons Isabelle Morin du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec qui abordera le verdissement en milieu urbain et agricole. Vous aurez sous peu le lien de l'inscription dans le chat. Et donc, et pour rester à l'affût de nos prochaines annonces et ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à notre infolettre et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et le lien sera disponible dans le chat aussi. Donc, maintenant pour la période des questions. Donc, comme mentionné au début, vous pouvez soit écrire vos questions dans la boîte questions-réponses. Je vois déjà un bon nombre de questions. Et puis, je les poserai pour vous. Ou soit vous pouvez vous manifester en levant la main et puis j'activerai votre micro. Donc, voilà. Alors, la première question nous vient de Delphine de l'Église qui dit, est-ce qu'on manque de données après 2014? Je pense que c'était sur une slide qu'on avait vue au début, possiblement. Rester au niveau des statistiques sur les oiseaux, Pascal. Oui, en fait, non. En fait, c'est juste que j'avais pris parce que c'est une donnée rapide. Puis j'aurais pu prendre les données du BBS, là, qui est le Breeding Bird Survey ou le relevé des oiseaux nicheurs. Je suis allé faire avec une certaine facilité, mais non, il n'y a pas de. Si vous tapez relevé oiseaux nicheurs ou Breeding Bird Survey, le BBS, les données sont disponibles. Là. Vous voyez, j'avais les données en 2019 pour les oiseaux des friches. Juste que l'Atlas, évidemment, c'était plus simple pour moi d'utiliser, mais ce déclin-là. Je serais curieux de voir les données pour le goglu ou l'estournelle, mais j'ai l'impression que la tendance était tout à peu près autour de 2-3% de déclin par année en moyenne là, pour ces espèces-là comme telles. Ouais, les données sont disponibles. C'est un relevé qui est fait, les BBS, c'est vraiment merveilleux pour ça. C'est fait à chaque année, c'est sur des routes d'écoute. Donc, il y a des points d'écoute à chaque kilomètre ou à peu près sur des routes prédéterminées. Puis c'est avec ça, donc c'est très standardisé. Puis ça te permet vraiment d'avoir de la qualité là, pour ça. Donc, il manque pas de données
pour pouvoir faire les tendances de population sur les oiseaux. Merci. La deuxième question nous vient de Nicolas Tanguay. Donc, il dit, est-ce que l'on sait l'évolution des proportions, exemple tonnes par hectare au Québec ou bien pourcentage des fourrages, euh, de fourrage en culture pérenne, donc le mil, le luzerne, le trèfle ou en maïs fourragé des dernières années? C'est une bonne question. Dans le cadre de ce qu'on a fait, on n'est pas allé chercher ces statistiques-là spécifiquement. Donc, nous, on est allé regarder vraiment plus comme au niveau de chaque complexe, c'est quoi comme l'évolution pour ce complexe-là, mais on n'a pas fait vraiment de résumé pour l'ensemble du Québec de ce qui se passe pour la situation. Je ne sais pas si ces statistiques-là existeraient déjà en quelque part. C'est une bonne question. C'est sûr que les données tu sais, sont publiques. Nous, on n'a pas fait l'analyse, mais comme tel, mais avec les bases de données là, de la Fondation agricole et ou d'Environnement Canada, en fait, Agriculture et Agroalimentaire Canada, faut juste comprendre que, comme Ariel l'expliquait au départ, là, les données, surtout ce qui est culture fourragère, souvent, c'est pas assuré par la Fondation agricole. Donc, mais pas tous, là, mais ça dépend. C'est vraiment d'un cas à l'autre. Donc, ça fait en sorte que des fois, ça peut être un peu plus limité, d'où l'idée de compenser avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, là, comme Marie-Ève l'a mentionné au début. Mais donc, ces données-là sont disponibles gratuitement encore, c'est public. Et il y a peut-être moyen d'aller chercher ces données-là, mais nous, on l'a pas fait dans le cadre du projet. Ouais. Puis peut-être un petit détail aussi entre la différence entre les deux données, c'est que au niveau de Agriculture et Agroalimentaire Canada, leur donnée d'inventaire des cultures, c'est une matrice de 30 mètres par 30 mètres. Donc des fois, tu sais, tu vois moins quand tu as des champs collés, qu'est-ce qui est dans un champ, qu'est-ce qui est dans l'autre champ, des choses comme ça. Mais par contre, ça, c'est disponible pour tout le territoire, pour toutes les années, tandis que la financière agricole, c'est vraiment basé sur la déclaration, surtout pour ce qui est assuré. Donc, c'est là le petit défi de deux données très bien, mais toutes les deux un petit peu imparfaites, là. Mais je veux juste revenir sur le fait, là, j'en profite pour parler un peu de l'analyse de redondance, que c'était une première au Québec, là, ça n'avait jamais été fait. Puis Benoît était vraiment comme, tu sais, était subjugué de voir les résultats au départ, là, de voir comment ça parlait beaucoup. Puis nous, on avait pris un guess, on faisait cette analyse-là, parce qu'on trouvait qu'effectivement, qu'on voulait pas nécessairement envoyer des gens travailler sur le terrain si finalement tu as une année sur 10 où tu as des cultures pérennes, le reste c'est toutes des grandes cultures par exemple, ou c'est dans le cadre d'un système de rotation, alors que t'es dans certaines régions que c'est systématique, que c'est des cultures pérennes, des cultures fourragères. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'envoyer les gens au bon endroit, là. Donc, oui, il y a plus d'oiseaux là, mais aussi, c'est de toujours garder en tête que si on a des actions de conservation, ben, on veut envoyer les gens au bon endroit. Et cette analyse-là permettait de faire ça, entre autres aussi. Merci. Une question de Charlotte Trémouille. Comment avez-vous sélectionné la distance maximale de 50 mètres de distance entre les polygones pour déterminer les complexes contre 30 mètres, 70 mètres ou 100 mètres, par exemple? Je te laisserai aller, Pascal, avec ça, là. Oui, évidemment, il y a des barrières. Dans ce cas-ci, c'était vraiment une question c'est beaucoup les routes. On voulait pas nécessairement qu'une route soit limitante et comme telle, parce que c'est sûr qu'au niveau du paysage, des fois, certaines espèces comme le goglu, ça va être vraiment des éléments limitants au niveau, exemple, s'il y a une barrière visuelle qui peut nuire, donc des fois, s'il y a des arbres, quoi que ce soit, alors que des fois, la distance est vraiment liée par le fait qu'il y a une route. Souvent, c'est beaucoup des routes secondaires dans la région, donc ça va pas nécessairement être un élément limitant pour le goglu s'il y a une route secondaire. Donc, on voulait vraiment se limiter avec ces éléments-là. Donc, c'est pour ça qu'on voulait pas non plus aller à trop grande distance, parce que plus il y a de distance, plus il y a un risque effectivement qu'il y a des barrières hautes, visuelles pour les oiseaux, puis on voulait pas nécessairement aller à cet écart-là. Donc, on est vraiment se limité à un 50 mètres qui était réaliste pour pouvoir inclure deux parcelles qui étaient séparées par une route secondaire. Peut-être juste qu'un petit ajout aussi que ça a été la même décision météorologique qui a été faite dans les autres atlas depuis celle des basses terres. Donc, ça a quand même été validé aussi avec des experts que c'était raisonnable comme distance, là. Voilà. Si. Donc, une autre question. Donc, dans les espèces fauniques, pourquoi les chauves-souris n'ont pas été prises en compte dans les critères de priorisation? Pourquoi n'avez-vous pas inclus la distance à des milieux forestiers? Donc, exemple, le lien pour la chasse des rapaces des chauves-souris. C'est une bonne question. C'est sûr que le focus, tu sais, vous avez vu là, les espèces qui étaient d'abord priorisées, c'est des oiseaux, c'est beaucoup des oiseaux champêtres. Puis les oiseaux champêtres,
C'est des espèces qui ont des besoins particuliers par rapport à d'autres qui peuvent fréquenter effectivement les milieux secondaires associés à ces milieux-là, comme on n'a pas pris exemple des engoulevents non plus, qui peuvent nicher justement dans des zones, puis ont besoin d'une mixité là, d'habitat, donc autant des milieux forestiers que des milieux agricoles pour pouvoir nicher, entre autres l'engoulevent bois pourri qui est typique. La même chose pour les chauves-souris qui ont vraiment comme besoin de diversité d'habitat là, pour leurs besoins. Donc, on a vraiment limité pour choisir des espèces là, qui ont vraiment comme des besoins particuliers. C'est vraiment essentiel dans le cycle de vie là, d'avoir les cultures pérennes ou les friches. Donc, on s'est limité à cet élément-là dans ce cas-ci. On voulait pas élargir trop grand non plus là, les types d'espèces qui fréquentaient ces milieux-là. Je vois qu'il y a des questions aussi dans le chat, mais si on pourrait les mettre tous en questions-réponses, comme ça on peut les regrouper. Mais je vais quand même lire ceux dans le chat. Donc, on a une question de Guy Fitzgerald qui dit, on dit le nombre d'espèces phoniques, mais est-ce qu'on peut savoir l'espèce présente? Donc, en fait, on liste les espèces qu'on a regardées, mais on n'indique pas spécifiquement quelle espèce est présente dans chacune des parcelles parce que c'est pas forcément des données qui sont publiques. Il y a une certaine sensibilité à ces données-là, surtout quand ça vient du CDPNQ, des choses comme ça. Par contre, le CDPNQ est rendu avec une carte publique qui est un petit peu plus floue, des fois dans leur polygone, que ce qu'on a quand on fait des demandes directement au CDPNQ. Donc, c'est possible d'aller comparer un petit peu pour aller voir c'est quoi l'information, mais dû à la sensibilité des données puis les contrats qu'on a avec le CDPNQ pour le partage des données, on ne pouvait pas mettre cette information-là publique. Mais oui, idéalement, Guy, si on avait pu avoir les autorisations puis le fait que ce soit des données sensibles, c'est sûr qu'il faut faire attention avec des données sensibles, là. Mais idéalement, c'est sûr qu'on aurait aimé ça pouvoir publier les données. Comme ça aurait donné un indice supplémentaire de dire, OK, si je veux protéger Goglu, c'est dans tel champ, quoi que ce soit. Mais on pouvait pas avec, on n'avait pas ce nouveau détail-là disponible là, c'était pas possible de le faire dans le cadre de l'Atlas, vu que c'est une donnée qui est publique, là. Donc, voilà. Oui. Euh, Deux autres questions de Charles Latrenouille. La première, c'est avez-vous développé l'outil dans Experience Builder? Et la deuxième, ce serait savez-vous qui est en charge de la mise en œuvre et du suivi du plan de conservation des oiseaux champêtres depuis le départ et à la retraite de Benoît? Et donc, pour répondre à la première question, c'est pas fait avec Experience Builder, mais c'est fait avec un autre type d'application de Esri. Donc, c'est Instant App. Donc, c'est un peu des applications qui sont un petit peu plus préfaites, qui fonctionnent très bien. Donc, c'est ça qu'on a utilisé pour faire la carte interactive. Pour la deuxième Et question posée, qui pour c'est? la relève à Benoît, je sais que ça se discutait, je suis pas je veux dire, je connais beaucoup de gens au service canadien de la faune, là, mais aux dernières nouvelles, ce que j'ai su, c'est que c'était dans un processus de, donc ça n'a pas encore été déterminé, mais il y a vraiment une réelle volonté à ce que ce plan-là soit pris en charge par Environnement Canada, ça c'est sûr et certain, en collaboration avec des partenaires, donc on en est là en ce moment. Parfait. Une question de Clara. Donc, c'est quoi les cultures dites pérennes et pourquoi elles seraient mieux pour les oiseaux champêtres? Elle aurait cru que les friches seraient un meilleur milieu pour les oiseaux champêtres. En fait, il y a vraiment, en fait, il y a des oiseaux spécialistes des friches, puis les goglus peuvent fréquenter quand même des friches, là. Il faut faire attention, là, si j'avais mis ils préfèrent les cultures pérennes, les cultures de foin, c'est le type de végétation, la hauteur, la densité qui peut vraiment jouer là-dessus. Il faut garder en tête qu'il y a certaines espèces comme le goglu qui initialement étaient beaucoup présentes là, dans les grandes prairies là, du centre du pays, donc il y a vraiment des types là, de végétation qui sont plus propices pour ces espèces-là ce qui est moins le cas dans une friche là, qui peut devenir arbustive, là, par exemple. Donc, pour ceux et celles qui sont déjà allés peut-être dans le sud du Québec, qui ont déjà vu c'est quoi l'habitat de la Caroline à dorée, c'est vraiment une mixité là, de arbustifs là, qui a une certaine hauteur et autres. Donc, ils ont vraiment des besoins assez spécifiques, là, les oiseaux qui ont besoin de friches. Des fois, c'est un peu plus bas ou autre. Donc, il y a plus justement, souvent, c'est dans un habitat qui peut avoir une matrice un peu plus forestière, une friche. Donc, par rapport au milieu de culture pérenne qui sont vraiment comme l'équivalent de prairies naturelles. Il faut garder en tête que c'est ça, c'est des espèces qui initialement nichent dans des prairies naturelles, donc des champs d'herbacées et donc nécessairement quand ça tombe en friche,
les friches de très jeunes, donc sont en voie herbacée, ça peut être propice, mais plus ça monte en végétation, plus arbustive, là, c'est moins intéressant pour ces espèces-là. Mais il y a d'autres espèces qui peuvent le fréquenter, comme les moqueurs chats, moqueurs roux, le brun des champs, justement, on l'avait mis parce que c'était super important. Puis une des espèces qu'on a mis aussi dans les oiseaux champêtres, qui est pas listée au Québec, c'est la maubèche des champs, qui est une espèce qui connaît un énorme déclin dans l'est de l'Amérique du Nord, alors qu'il va quand même relativement bien dans le centre du pays. Donc là, nous, on l'a mis parce que justement, il y a beaucoup d'espèces. D'ailleurs, l'espèce est listée dans la plupart des États américains qui sont proches du Québec. Donc au Québec, c'est pas listé, mais on l'a mis quand même. La Maubèche, la même chose avec le Bourran des Champs, qui est pas listé, mais qui avait un bon déclin. Donc on l'a mis quand même dans ce cas-ci. Merci. Je continue avec une question de Clara qui demande c'est quoi le seuil de représentativité encore, parce qu'elle comprend que c'est 30% viande d'objectif de Commune Montréal, mais qu'en est-il des autres seuils de 20%, 10%, etc. Donc, que l'on peut sélectionner dans la classe. Ben, le but qu'on n'utilise pas juste le 30%, c'est de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de chaque personne parce que des fois, par exemple, il y a des MRC qui vont être vraiment très ambitieux puis qui veulent mettre plus que 30%, ils veulent conserver plus que 30% de leur territoire. Donc, on veut permettre à chaque acteur dans son milieu, selon ses besoins à lui, de déterminer c'est quoi le seuil qu'il veut regarder. Puis selon où est-ce qu'il en est aussi, parce que par exemple, s'il est vraiment loin du 30%, peut-être qu'il veut commencer par regarder ça, c'est quoi le 20% pour comme choisir qu'est-ce qu'ils regardent en premier, puis après ça, se rendre aux 30%. Donc, c'est vraiment juste pour que tout le monde puisse y trouver son compte, puis aller à où est-ce qu'ils sont rendus, puis à leurs objectifs à eux pour leur territoire, là. Et tu sais, je vais juste enchérir en disant aussi, tu sais, il faut garder en tête que l'objectif de la classe aussi, c'est de faire des actions de conservation en milieu agricole et qu'on ne vise pas nécessairement de faire des aires protégées avec ces pourcentages-là, mais des fois, ce que ça permet, par contre, c'est que ça aide à déterminer lesquels, tu sais, si on prend les 10%, le premier 10%, par exemple, ou même les 5 premiers pourcents, on sait que c'est les milieux qui ont scoré le plus fort en priorisation ou en sélection. Nécessairement, ça peut être, si on a du temps, encore une fois, à mettre de façon limitée, mais peut-être regarder justement, c'est quoi tu sais, on a mis 30%, mais quelqu'un qui veut vraiment dire, OK, j'ai vraiment peu de temps, c'est quoi les premiers 10%, puis là, on voit vraiment c'est quoi les complexes les plus intéressants pour la conservation, donc d'aller faire des actions de conservation de cette façon-là. Quelqu'un qui veut voir juste le portrait général, ben là, à 100%, mais là, il y a vraiment le portrait général, puis il peut vraiment avoir l'idée complète de qu'est-ce qu'il y en a. On voulait pas juste limiter, dire, voici 30%, et faites ce que, tu sais, il n'y a pas d'autre option, là. Donc, en faisant ça, ben, ça permet vraiment d'avoir une meilleure vision de qu'est-ce qui est disponible ou non, là. C'est Pascal. Donc là, j'ai un commentaire d'Esther Carl Penaud qui dit merci beaucoup pour la présentation et que c'est un projet très intéressant. Et elle continue avec est-ce que le coefficient de variation des cultures pérennes permet de savoir à quel moment les cultures ont eu lieu, récents ou anciens? Par exemple, une culture pérenne 4 à 5 et au début ou à la fin de la fenêtre temporelle de 10 ans. Non, présentement, ben, pas la version, pas avec ce qui est disponible de manière ouverte sur notre site web, il n'y a pas cette information-là. Nous, on l'a quand même dans la base de données de redondance. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà partagé à des partenaires pour des besoins spécifiques. Donc, c'est possible de faire le partage qui a vraiment plus d'informations. Mais comme ça venait des grosses bases de données lourdes, tout ça, on a comme, tu sais, décidé de ce qui était partagé ouvertement. C'était plutôt des produits spécifiques au niveau de la priorisation. Mais si vous avez un besoin spécifique pour avoir cette donnée-là, nous contactez-nous, on peut voir on peut regarder avec vous qu'est-ce qui est possible de faire. Je vois qu'il y avait des commentaires de Nicolas Tanguay. Est-ce que vous avez la possibilité de débarrer votre micro? Je sais- Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui, On vous Oui. entend, mais on va à OK, votre c'est bon. tour. Ben, c'est juste que je pense que c'est, oui, effectivement, là, comme Pascal disait, là, Statistique Canada, parce que il y a eu un grand mouvement, ben, il y a eu un mouvement important là, de se tourner vers les fourrages périns, là, mil, luzerne, trèfle, tout ça, vers le maïs fourragé. Puis je trouverais ça dommage que ça passe sous le radar, parce que c'est sûr que pour les oiseaux champêtres, on est zéro en même place, mais zéro, là, dans le fond, là, fait que. oui.
Total. Puis c'est un très bon point, Nicolas, mais c'est pour ça qu'on l'a pas mis. Nous, on n'a pas, tu sais, c'est pas parce que c'est fourragé que c'est nécessairement bon pour les oiseaux. C'est pour ça qu'on l'avait mis. Nous, on avait validé, entre autres, là, avec des experts là, autres que Benoît, là, donc je pense le Centre québécois là, sur les cultures fourragères, pour savoir ok, qu'est-ce qui est optimal pour les oiseaux aussi. Puis nous, on a regardé la littérature, puis effectivement, on n'a pas mis le maïs fourragé là-dedans qui prend de plus en plus de place là, nécessairement. Donc, on est vraiment allé avec des cultures qui sont favorables aux oiseaux champêtres. Juste deux affaires rapides. Vous avez parlé du panier érigé, ce qui est pas mauvais. Ça aurait peut-être été bon de voir aussi que l'alpiste roseau, là. En Bon tout cas, point. puis aussi, en tout cas, parce que pour l'avoir vu, là, moi, la plage, j'ai vu le plus de goglis des prés, c'est un système du pâturage sylvopastoral, là. Puis ça aurait été intéressant de voir les places qui a des aménagements agroforestiers, parce que moi, dans ma tête, les goglis, c'était d'un champ. Il y a beaucoup d'arbres, puis il y a c'est comme quatre coupes par hectare, là. Moi, j'avais jamais vu ça à part là. Puis, tu sais, c'est sûr que les arbres sont pas matures, mais il y a quand même des arbres, là, tu sais, des peupliers de Mhm. 10 12 ans. Fait que ça pourrait être intéressant, là, parce qu'ils ont peut-être plus de nourriture, d'abri, puis tout ça. Puis, en tout cas, c'est sûr, j'aurais aimé ça, même si c'est un oiseau exotique, là, entendre parler de la perdrix grise, parce que, ben, c'est ça, là, elle a connu un déclin aussi, là. Fait que, c'est ça. Oui, mais pour la perdrix, effectivement, vu que c'est des espèces exotiques, on l'a éliminé d'emblée là, comme tel. Puis on s'est vraiment concentré sur les espèces là, à statut d'abord et avant tout, puis ceux qui ont vraiment un déclin des espèces plus indigènes. Mais c'est un bon point là, tu sais, pour les habitats. Puis c'est sûr que les pâturages, pour nous, ça fait partie de façon générale là, dans les cultures pérennes. Tu sais, c'est inclus. On s'était posé même initialement la question à ce que si on faisait une analyse séparée entre les cultures pérennes et les pâturages, parce que c'est deux types d'aménagement qui est différent, donc l'approche est différente avec les pâturages. Mais les bases de données étaient tellement, en fait, là, c'était minime le pourcentage de pâturage, donc ça valait pas la peine de le faire, mais c'est sûr que c'est une approche qui est vraiment différente quand on voit qu'effectivement c'est des champs pâturage et il y a d'ailleurs des recommandations spécifiques là, pour ce type d'aménagement-là auprès des agriculteurs, là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les pâturages là, au niveau des oiseaux champêtres. Donc, le guide du RQO, entre autres, en parle Ouais, amplement super. aussi. Super. Puis, rapidement, là, il y a une différence entre une cour d'exercice et un pâturage. Un pâturage, c'est grand, c'est beau, mais une cour d'exercice, il n'y a pas grand herbe, c'est piétiné. Fait que là, je ne sais pas s'il y a une Mhm. distinction administrative. Puis après ça, j'arrête. Les coulées, là, ou les pâturages qui sont dans les pentes, là, je suis pas sûr, moi, que ça a la même valeur, là, tu sais, pour les oiseaux champêtres. Puis je ne sais pas si la notion, la distinction était faite, mais ça pourrait être intéressant, là, dans un deuxième temps, là. En fait, ce qui est venu éliminer d'emblée beaucoup ces coulées-là, c'est le fait qu'on ait pris l'habitat d'intérieur, vu que c'est souvent très linéaire, les coulées agricoles, donc il y a peu d'habitat d'intérieur si on comparait avec les milieux qui sont plus justement de forme ronde ou carrée. Donc, la plupart des habitats là, de friches là, le long des coulées agricoles sont pas nécessairement été sélectionnés. Puis souvent, c'est des OK. friches d'ailleurs qui sont visées souvent pour d'autres types d'aménagements, entre autres là, pour que ce soit pour les Ils sont insectes ou reboisés beaucoup, hein, dans la région. exact, OK, exact. merci. Merci super pour tout, hein, pour ça. Merci Nicolas. Donc je vois qu'on a un peu dépassé le temps, mais nos panélistes sont là encore pour quelques minutes. Donc on va arrêter de prendre les questions, mais je vais lire il reste des questions qui sont déjà parvenues. Donc il y a une question de Heather Ross. J'estime que la réponse pourrait être en anglais, mais c'est Do you know what crops when pesticides are used and frequency of application of pesticides on these properties? So we know we can know what crops are in these properties, but not what pesticides are used and the frequency of application. I don't know if you want to add something about that, Pascal. No, it's really That's the hard only to data have we this kind of have. information, so we don't have it. No, it's really hard to have. Yeah, we mostly use only like open data, and that's what's available currently. Mhm. Ok, voilà. Donc, la prochaine question vient de Sophie Bernier, qui dit d'abord félicitations pour l'outil. Une présentation est-elle prévue pour les acteurs du milieu agricole spécifiquement? C'est une bonne question.
pas à ce stade-ci, mais on répond vraiment aux demandes. Donc, on va regarder justement avec Marie-Ève, avec l'équipe, là, si, qu'est-ce qu'il y en est. Mais oui, c'est sûr que nous, on est vraiment ouvert à présenter, puis ça va être vraiment en fonction là, aussi des besoins. Si vous voyez vraiment qu'il y a un potentiel dans votre région, contactez-nous comme tel, parce que c'est sûr qu'on va vouloir vraiment travailler. Puis tu sais, on le mentionne, là, cet outil-là. Je le répète, c'est important, là, on veut vraiment, tu sais, c'est vraiment un outil qui vient en aide, c'est un outil d'aide à la décision, puis on veut vraiment que les gens travaillent étroitement avec les producteurs agricoles, c'est super important. C'est eux, les acteurs, c'est eux qui connaissent leur milieu, puis donc on veut vraiment, tu sais, c'est super important de travailler en étroite collaboration avec eux, avec les agronomes et autres. Donc oui, ce serait super de pouvoir leur présenter l'outil et comme tel, donc à d'autres producteurs. Quand nous on l'a fait là, dans le cadre du projet avec Benoît. Il y avait vraiment une belle ouverture là, justement là, par rapport à ça. Donc, voilà. Il y a une question de Martha Van der Bor, et après ça, nous aurons quatre questions. C'est merci. Y a-t-il des mesures en place pour la coordination internationale de la protection dans les lieux d'hivernage des espèces migratrices, ne serait-ce qu'en termes de partage d'informations? C'est une très bonne question. C'est compliqué, ça. Si on avait quelqu'un du Service canadien de la faune, là, je sais qu'eux font plus de travail comme ça en collaboration avec des partenaires internationaux. Euh, peut-être, je sais que ça existe pour certaines espèces. Est-ce que ça existe vraiment spécifiquement pour les espèces d'oiseaux champêtres? Je suis pas convaincu. Je sais pas. Tu sais, je veux pas parler au travers de mon chapeau, donc je ne sais pas exactement. Mais je sais qu'il existe des initiatives. Là. C'est souvent compliqué là, de travailler de cette façon-là, mais ça pourrait arriver. Je sais que ça existe pour certains autres groupes d'espèces, entre autres, là. Mais dans ce cas-ci, je suis pas au courant de. La prochaine question, ça dit, la personne comprend que leur organisme de conservation pourrait faire connaître l'importance des friches et prairies comme habitat et le guide du Québécois aux propriétaires de terrains ciblés prioritairement pour les sensibiliser. Qu'en pensez-vous? C'est exactement ça. C'est ça qui est visé. Puis le guide du RQO est vraiment très, très pratique, là. Puis il y a la même chose avec le plan d'action. Tu sais, vous avez tout ça. Le plan d'action, c'est vraiment un plan d'action à plus ou moins long terme. C'est des grandes stratégies qui peuvent aider justement à faire en sorte que on va dire les pratiques qui sont soulevées dans le cadre du kit du RQO, on s'assure justement à long terme que ce soit appliqué. Donc, c'est un peu un plus haut niveau, là, ce qui a été fait avec le plan d'action d'Environnement Canada, mais c'est sûr que c'est ce qui est visé, là. La classe vise à ça. C'est que maintenant, vous avez un outil cartographique qui vous aide. Après ça, qu'est-ce qui peut être proposé aux agriculteurs? Puis c'est comme ça que fonctionne déjà Québécois ou d'autres. Donc, c'est vraiment la conservation volontaire. Programme Alus, c'est vraiment là-dedans aussi. Donc, c'est directement l'UPA qui travaille avec les producteurs qui sont intéressés à mettre des mesures de conservation. Et ça peut être juste utile des fois de cibler davantage là, certains secteurs ou qui sont peut-être orphelins à ce stade-ci, par exemple. Merci, Pascal. Donc, trois dernières questions. Heather Ross encore. How can this information be used to protect biodiversity on green zoned land when there is no obligation or financial incentive for farmers to do so long term and MAPAC has stopped nature reserves and on all agricultural land? Je vais répondre en français parce que c'est plus simple là, pour moi, là, mais ouais, c'est sûr que c'est pas parce c'est compliqué en ce moment de mettre des mesures de conservation type à protéger en milieu agricole qu'on peut pas rien faire. Donc, je pense que l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de faire de la conservation volontaire avec tu sais, les mesures, les pratiques là, qui est visées, entre autres, qui est mentionné entre autres avec le programme ALUS ou le guide du RQO, c'est entre autres de réserver des sections de champs où on fait vraiment carrément un inventaire sur le champ de foin. On juge que dans telle section, par exemple, il y a davantage de goglu, donc on peut faire 1 hectare, on va protéger davantage. C'est le genre de mesures qui sont faites là, directement avec les agriculteurs. On va retarder la faune dans certains secteurs, etc., etc. Donc, il y a plein de mesures complémentaires qu'on peut mettre en zone agricole pour aider les oiseaux champêtres puis travailler vraiment sans nécessairement faire en protéger. De toute façon, c'est pas nécessairement quelque chose qui est simple à faire pour un organisme de conservation. C'est bien beaucoup plus simple de travailler directement avec les agriculteurs pour essayer de prendre des mesures de conservation de cette façon aussi. Si. Je dirais. Et puis, Gabriel Moquin, selon vous, qu'est-ce que les municipalités et les MRC devraient faire avec ces données pour assurer la protection des friches d'intérêt identifiées? C'est une bonne question.
C'est un autre milieu. Tu sais, c'est pas simple les friches comme telles. Puis je pense encore une fois, c'est de travailler avec ce qui est le propriétaire terrien. Qu'est-ce qui peut être fait? Nous, l'RQA a déjà fait justement des mesures comme ça avec des producteurs. Donc, de voir qu'est-ce qui est possible de faire avec les friches, des aménagements justement pour essayer de maintenir la végétation là, à un niveau qui est optimal, etc. Donc, les MRC peuvent travailler avec des organismes et les producteurs, encore une fois, vu que c'est sur terre privée essentiellement, là. Puis certains MRC peuvent avoir des terrains municipaux. Peut-être voir qu'est-ce qui va être visé pour ça. Donc ça peut être plus simple aussi, là. En terrain municipal, ça peut être plus simple de carrément faire des aménagements pour maintenir un habitat intéressant là, pour ces espèces-là, comme tel au niveau des friches. Donc oui, effectivement. Merci. Et la dernière question vient de Carl Plante. On a tenu compte de la proximité des milieux humides. N'aurait-il pas été pertinent de considérer également les milieux hydriques d'une certaine importance? Les milieux hydriques comprennent notamment les zones inondables qui peuvent bénéficier d'une certaine protection. Donc, en fait, les milieux hydriques ont été considérés. Donc, on avait deux critères différents qui concernaient ça. On avait le pourcentage de milieux humides en périphérie, mais on avait aussi la proximité d'un cours d'eau, d'un plan d'eau ou d'un milieu humide. Donc, à ce moment-là, on venait chercher les plans d'eau. Donc, si tu avais soit justement un cours d'eau ou un plan d'eau, selon les données du GRHQ, qui était à proximité. Donc, il y avait une cote entre 0 et 1 selon si c'était comme collé dessus ou si c'était jusqu'à 1 kilomètre de distance. Donc, il y avait une valeur pour le milieu qui était le plus proche, là. Merci, Marie. Donc là, je ne pense plus qu'il y ait de questions. Donc, je vais juste vous dire un très grand merci d'être resté là, même 10 minutes après. Et merci à nos participants qui sont toujours là. Je vais mettre fin à ce webinaire, mais sachez que c'était vraiment un bel outil que vous avez présenté. Et à la prochaine. Merci.